On vient d'assister à un nouveau fiasco de la part du Real Madrid. C'est tout simplement honteux ce qu'ont proposé les merengues sur la pelouse du Bernabéu ce soir contre Retafe. Un match en dessous de tout de la part de quasiment chaque individualité. Un match géré à l'envers de la part d'Alvaro Arbeloa. Et un match qui fait encore une fois remettre en question certaines décisions de la direction du Real Madrid. Ça me rappelle la rencontre perdue 2-0 contre le Celta de Vigo. Et depuis, le Real Madrid a changé d'entraîneur, a changé sur la pelouse certains joueurs, mais rien ne bouge. Le Real Madrid continue les horribles contre-performances cette saison. C'est un but absolument splendide de Satriano qui a offert la victoire à Retafe sur la pelouse du Santiago Bernabéu ce soir. Et c'est la seule chose splendide qu'on a vue dans cette rencontre entre l'anti-football prôné par Bordalas et Retafe et la partition absolument dégueulasse de la part du Real Madrid. Un match en dessous de tout, de la part de quasiment tous les joueurs. On va y venir, mais je vais d'abord me concentrer sur l'entraîneur qui a complètement raté la préparation de cette rencontre et ses choix et ses changements pendant le match, Alvaro Arbeloa. L'entraîneur du Real Madrid est le premier responsable de cette défaite. Alors, comme circonstance atténuante, il a les nombreux absents, comme Camavinga, comme Mbappé, qui sont absents en ce moment, Militao aussi, Hausen qui venait à peine de revenir, Rodrigo aussi qui visiblement traîne une petite blessure. Ça fait évidemment beaucoup de monde indisponible et j'ai pas cité tout le monde, je vais vous mettre la liste juste à côté de moi, mais ça ne suffit pas comme circonstance atténuante à la préparation et à la prestation proposée par Arbeloa aujourd'hui. Déjà, les titulaires, un 11 du Real Madrid avec du coup beaucoup d'absence, mais avec des joueurs qui n'ont rien à faire dans le 11. Je pense notamment à David Alaba, qui n'est pas capable de tenir plus d'une heure sur la pelouse. On l'a vu avec sa sortie à la 55e minute. En plus, évidemment, il manque d'engagement sur l'action du but de Satriano et il fait pas un match époustouflant du tout, alors qu'il est censé apporter de la qualité et de l'expérience à la relance notamment. Ensuite, il y a d'autres choix tactiques qui n'ont aucun sens sur cette rencontre. Le choix de Trent Alexander-Arnold également, je trouve qu'il ne fait pas sens sur cette rencontre. On a l'impression que Trent ne peut pas presque courir sur ce match-là, ne peut pas se donner complètement physiquement. Alors, je pense qu'il manque surtout de rythme après sa longue blessure. Il n'est pas revenu à 100% et j'ai vraiment eu cette impression qu'il a joué à 50% de ses capacités physiques sur cette rencontre. Trent Alexander-Arnold, il a d'ailleurs été très mauvais, on y reviendra un petit peu plus tard, puisqu'on va s'occuper du compte d'Alvaro Arbeloa qui a déjà mal préparé cette rencontre. Tactiquement, en plus, avec cette défense un peu expérimentale, un petit peu ratée, devant, il a mis un milieu de terrain qui n'a aucun sens. Alors c'est bien, il fait jouer le jeune Thiago Pitarch, c'est intéressant de le voir débuter. Je n'en voudrais jamais à un entraîneur de lancer ses jeunes, surtout quand il y a une crise de blessure au sein du club, mais c'est le reste au milieu de terrain qui me pose problème. Avec l'utilisation absolument lunaire d'Arda Güler en tant qu'organisateur en retrait sur le terrain, quasiment au même niveau que Tchouaméni sur certaines phases offensives, et les rares fois où il n'était pas au même niveau que Tchouaméni, il était là en tant qu'ailier droit. Arda Güler n'était jamais dans le cœur du jeu, jamais dans le cœur de l'attaque, et les très rares fois où on l'a vu se rapprocher un peu de la surface de réparation, il a réussi en plus à apporter le danger. Mais Arbeloa, quand il a vu ça, qu'est-ce qu'il a dit à Arda Güler? Il lui a dit: ah non, t'arrêtes de monter, il faut que tu joues à tout prix plus bas que Valverde, au niveau de Chouameni. Il faut surtout pas que tu apportes un supplément d'âme à cette attaque, que tu apportes de l'idée à l'attaque du Real Madrid. Il faut que l'attaque du Real Madrid reste la plus stéréotypée, la plus prévisible et la plus stérile possible pour qu'on évite à tout prix de marquer contre Retafe dans cette rencontre. Il y a un dernier point que j'ai envie d'aborder sur la préparation de cette rencontre, c'est les coups de pied arrêtés, notamment les corners qui sont systématiquement frappés sortant par le Real Madrid jusqu'à la sortie d'Arda Güler et l'entrée de Franco. Et ce qui est fou, c'est que le Real Madrid frappe tous ses corners sortants, alors que tout simplement, le débrief que j'ai fait hier, Arsenal-Chelsea, 3 buts sur des corners rentrants, c'est un capharnaüm sans nom dans la surface de réparation avec les nombreux défenseurs de Retafe qui sont là et les nombreux joueurs grands de tête du Real Madrid qui sont également dans la surface. Mais non, il ne faut surtout pas frapper un corner rentrant sur le but qui pourrait apporter le danger, qui pourrait occasionner potentiellement un CSC ou en tout cas une occasion pour le Real Madrid. Il faut absolument frapper tous les corners sortants pour que ça ne donne absolument rien, puisqu'il ne faut surtout pas marquer contre Retafe si on suit les directives du staff d'Arbeloa visiblement. Et en plus, on a vu la différence. Mastantuono est entré à la place d'Arda, il a frappé un corner rentrant. Oh, comme par hasard, la meilleure occasion de la seconde période pour le Real Madrid, tout simplement. Et oui, le Real Madrid est un club qui travaille à l'envers, qui a viré son coach de coup de pied arrêté il y a quelques semaines, après l'avoir recruté l'été dernier. Et pourtant, le Real Madrid a pris énormément de retard sur les autres équipes. Et je pense même pas nécessairement à Arsenal le mettre en la matière actuellement, mais même une équipe moyenne de Première Ligue est à des années-lumière devant le Real Madrid sur la préparation des coups de pied arrêtés et notamment les corners. Et ce n'est pas normal quand on se veut être le plus grand club du monde. Je vais revenir sur Alvaro Arbeloa, parce que je sais que ce n'est pas que lui qui a le mot sur les coups de pied arrêtés, pour essayer de comprendre
comment il a pu voir la bouse qu'a pondu ses joueurs sur les 45 premières minutes de cette rencontre et il s'est dit: «Oh bon, on prend les mêmes et on recommence». Bien évidemment, on fait pas de changement à la mi-temps, on attend la 55e pour faire des changements. Dans ces changements-là, il y en a 2 qui sont dus à la condition physique des joueurs. Trent et Alaba qui sortent, c'était quasiment des changements qui sont, je pense, programmés dans son esprit. 2 changements défensifs, évidemment, avec l'entrée de Carvajal et de Dinhausen. Ces derniers qui n'ont pas spécialement été bons. Carvajal qui a fait un match de bûcheron sur son côté droit comme d'habitude et qui n'a pas apporté grand-chose de positif. Dinhausen qui a fait absolument n'importe quoi avec notamment des passes lunaires qui sont ratées, des passes à 4, 5, 7 mètres devant lui qui sont complètement ratées, un match complètement loupé, une entrée ratée de la part de Dinhausen qui en plus a été prendre son carton jaune pour être suspendu au prochain match parce qu'il faudrait surtout pas qu'il retrouve du rythme et qu'il lance enfin vraiment sa carrière au Real Madrid. Ensuite, le troisième changement à ce moment-là, c'est la sortie du genou Thiago Pitarch, qui d'ailleurs a réalisé une prestation plutôt honorable. C'est le seul sur lequel je ne vais absolument pas tomber dans ce débrief. Entrée de Rodrigo. Rodrigo qui est évidemment en manque de rythme. Ça fait 3 semaines, un mois, je pense qu'on l'a pas vu enchaîner les minutes sur un terrain de football. Et donc, évidemment, Rodrigo n'a pas apporté ce qu'on attendait de lui. Alors, pour le coup, au moins, on comprend pourquoi il n'était pas titulaire en voyant son entrée en jeu. Mais en tout cas, c'est une prestation encore ratée de la part de Rodrigo, même si manque de rythme, on va pas tomber sur Rodrigo. On va continuer de tomber sur Alvaro Arbeloa, puisque sur le banc, il lui reste Franco Mastantuono, lui qui est tellement exceptionnel, tellement meilleur que Hendrick, qui brille actuellement à Lyon, c'est lui qui va faire la différence dans ce match. Eh bien, belle différence faite par Franco Mastantuono sur cette rencontre. Il a marché sur le ballon, il est tombé sur les fesses, il a insulté l'arbitre et il a pris un carton rouge. Magnifique, bravo, bravo pour l'Argentin qui, on le rappelle, a coûté 60 millions au Real Madrid au dernier mercato, ce qui est encore une fois absolument lunaire, mais on a l'habitude avec le Real Madrid qui recrute des joueurs qui n'ont pas le niveau actuellement, en tout cas, je vais pas l'enterrer, ça reste un jeune joueur, mais qui en tout cas n'ont actuellement pas le niveau pour des sommes mirobolantes et qui en plus envoient des joueurs qui, eux, ont montré de vraies choses sous le maillot du Real Madrid. Eux, ils partent en prêt, ils font les belles heures de Lyon, pendant que le Real se retrouve sans aucune solution offensive, à part Vinicius Junior sur ce match. J'ai mentionné Brahim Diaz, évidemment, Alvaro Arbeloa, il a le meilleur joueur de la CAN sur le banc, qui lui n'est pas blessé, qui est censé même être en forme, même s'il est en léger manque de rythme, vu qu'Arbeloa ne le fait pas beaucoup jouer. Et Brahim Diaz, on attend la 86e minute pour le faire rentrer dans un match contre Retafe, où Retafe, on l'a compris dès la 60e minute, ne fera plus que défendre dans cette rencontre. Mais non, il faut attendre les dernières secondes pour faire rentrer une arme offensive. Alors, l'arme offensive, je vais relativiser un petit peu, puisque voilà, Brahim Diaz n'a pas eu l'opportunité de montrer quelque chose, mais si il avait un peu plus de temps de jeu sur les matchs précédents, peut-être que Brahim Diaz aurait même pu être titulaire dans ce match-là, dans l'entrejeu, apporter quelque chose sur les petits espaces, ça peut servir. En tout cas, on aurait voulu voir absolument n'importe quoi, sauf ce qu'on a vu ce soir sur la pelouse du Bernabéu. Et le premier responsable, à mes yeux, c'est Alvaro Arbeloa, qui a fait n'importe quoi. J'ai déjà mentionné quelques joueurs, j'ai parlé d'Arda Güler, j'ai parlé de Franco Mastantuono et son carton rouge débile. On va se concentrer sur les titulaires notamment. J'ai envie de commencer par Antonio Rudiger, qui a failli encore s'en prendre une bonne aujourd'hui, parce que son coup de genou sur le visage de Diego Rico, pour moi, c'est carton rouge direct. Au départ, je ne le pensais pas en ayant vu une ribambelle de ralenti. C'est clairement un carton rouge direct parce qu'on a presque l'impression que c'est intentionnel comme geste, au-delà d'être un geste dangereux, parce que oui, un genou de Rudiger dans la mâchoire, je pense que ça fait très très mal. Et en plus, il y a un peu cette impression qu'il y retourne avec la jambe une deuxième fois. Bref, pétage de plomb de Rudiger, non sanctionné par l'arbitre, ce qui est lunaire, et ce qui aurait pu encore plus mettre à mal le Real Madrid dans cette rencontre. Rudiger qui n'a pas spécialement fait un bon match. Il y a plusieurs fois où il a fait des dégagements de la tête entièrement, complètement dans l'axe. C'est d'ailleurs le cas sur l'action du but de Retafe. Cette action du but-là, j'ai envie de tomber aussi sur Tchouaméni qui perd un duel de la tête contre Arambari. C'est pas normal non plus que Tchouaméni, dans sa zone, perde un duel de la tête contre un joueur qui est plus petit que lui et surtout contre un joueur qui est moins physique que lui. Arambari réussit sa tête, ça retombe du côté de Satriano et il y a Alaba qui est 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres derrière Satriano et puis qui regarde tranquillement le joueur armer sa frappe et qui au dernier moment s'avance un petit peu histoire de dire que j'ai fait un effort. Satriano qui envoie évidemment un missile en lucarne, une frappe absolument magnifique, mais la défense du Real Madrid qui est complètement en dilettante sur cette action. C'était pas mieux sur les ailes pour le Real Madrid puisque Alvaro Carreras n'a servi à rien offensivement sur cette rencontre. Vinicius Junior n'a jamais eu le moindre soutien de la part de son latéral. De l'autre côté, Trent Alexander-Arnold, je l'ai déjà mentionné, il n'avait pas le rythme et puis en plus, il était absolument horrible avec le ballon aujourd'hui, alors que c'est censé être sa qualité première, voire même sa seule qualité quand il est en manque de rythme comme ça sur une rencontre. Donc, il a apporté rien de bon. Il a perdu plusieurs ballons sont même devenus des ballons dangereux par la suite. L'anglais, c'est zéro aujourd'hui et sans doute son pire match sous le maillot du Real Madrid. On avance
au milieu de terrain, j'ai déjà mentionné Tchouaméni. Pitarch, comme j'ai dit, sera épargné. Arda Güler, j'en ai parlé en intro, match complètement raté de sa part. Après, je ne sais pas si c'est lui qui a peur de s'approcher de la surface ou si c'est une consigne d'Alvaro Arbeloa qui a une lubie quant au fait d'avoir Arda Güler plus bas sur le terrain que Valverde. Avoir Valverde dans des zones avancées, ça peut être intéressant. On l'a vu sur certains matchs, Valverde est décisif plus haut, soit Arbeloa. Mais contre Retafe, qui a 5 défenseurs centraux et qui a ensuite encore un latéral, 2 milieux de terrain et 2 attaquants, est-ce que c'est pas intéressant d'avoir un surnombre à l'entrée de la surface, voire même dans la surface? Ce serait pas un moyen de se créer des occasions, de marquer des buts peut-être? Je sais pas, il faut demander à Alvaro Arbeloa puisqu'il connaît évidemment mieux le football que moi. Moi, c'est juste des pistes de réflexion que je propose actuellement parce que Arda Güler n'a rien à faire aussi bas sur le terrain. Federico Valverde, c'est pareil, il n'a rien à faire aussi bas sur le terrain les moments où il l'est. Et parfois, en plus, il y a des grosses approximations techniques avec ce joueur. Et ensuite, les attaquants, pour finir, Vinicius Junior qui a réussi 7 dribbles aujourd'hui alors qu'il était la majeure partie de la rencontre en 1 contre 3. Son vis-à-vis, Juan Iglesias, aurait dû prendre un carton beaucoup plus tôt dans la rencontre. Ça aurait aussi facilité le match de Vinicius Junior. Maintenant, on ne peut pas oublier ce face-à-face remporté par David Sarria en première mi-temps. Ça aurait clairement changé la physionomie de la rencontre si le Real Madrid avait mené 1-0. C'est dommage que Vinicius Junior se rate là-dessus. Il y a 2-3 centres un peu approximatifs aussi, mais c'est difficile de déborder 3 joueurs, de toujours attaquer, attaquer, d'être la seule solution de l'équipe, d'être épuisé à force de se prendre des coups et d'attaquer. Et ensuite, quand tu as réussi enfin à passer ton vis-à-vis, tu regardes la surface. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois personne. Ou au pire, tu vois Gonzalo Garcia qui traîne entouré de 3 défenseurs centraux, bien évidemment, puisque dans la surface de Retafe, il y a 3-4 défenseurs centraux tout le temps. Et donc, bien sûr, il faut apporter le surnombre. Mais ça, ni Arbeloa, ni les joueurs du Real Madrid ne l'ont compris. Gonzalo Garcia a raté son match, ça c'est sûr. Maintenant, il a eu quasiment aucun ballon intéressant, aucune opportunité de but. C'était un match transparent de la part de Gonzalo Garcia, qui était le seul attaquant dans une surface, encore une fois, peuplée de 3, 4, 5, même en fin de match, 6 défenseurs centraux. Donc c'est très difficile pour lui. Et évidemment, il ne fallait surtout pas qu'Alvaro Arbeloa l'aide en demandant à des joueurs de monter. Même un Chouameni va mettre 70e minute. Tu dis à Chouameni, elle va jouer joueur de surface, t'es grand, mets des têtes, mets des frappes, tente un truc. Je sais pas, fais quelque chose. On se rappelle à l'époque le Barça qui faisait monter Gérard Piqué à la 80e quand ça n'allait pas. Et bah tentons ça, mettons Rudiger dans la surface, faisons quelque chose. Il faut apporter quelque chose en plus. C'est pas possible de voir le Real Madrid spammer les centres alors qu'il y a un seul mec dans la surface contre 5 défenseurs centraux. Évidemment que ça ne passera jamais et que tu fais passer la défense centrale de Retafe et son gardien pour des joueurs absolument légendaires. Et oui, car après chaque exploit de Retafe, José Bordalas devient un petit peu plus une légende des bancs espagnols, bien évidemment. Ces joueurs avec David Soria, l'homme du match, immense performance du gardien de Retafe, 7 parades, ce face-à-face remporté contre Vinicius Junior, la main ferme aussi sur la tête de Rodrigo en fin de rencontre, un match parfait de la part du gardien David Soria. Je n'ai pas vu les notes de l'équipe, mais il pourrait presque mériter un 10 sur 10 pour cette prestation. C'est absolument exceptionnel ce qu'a fait le gardien. La défense de Retafe au global a été excellente également, bien évidemment à la limite dans le style habituel de Retafe, même s'il y a des joueurs de ballon dans cette défense, je pense notamment à l'Argentin Zaid Romero, un jeune joueur que je trouve absolument exceptionnel, recrue hivernale de Retafe, et depuis qu'il est arrivé, la défense de Retafe a clairement un nouveau visage parce que c'est un joueur qui est capable de défendre dur, comme le demande Bordalas, mais qui est aussi capable de mettre le ballon au sol, de le ressortir proprement, ce qui est très rare entre les mains de Bordalas, et c'est un joueur, je pense, qui ne va pas rester longtemps à Retafe parce qu'il est absolument excellent, ce jeune Argentin. Bon, j'ai dit jeune Argentin, il est plus vieux que moi, j'ai dit qu'il ne va pas rester longtemps à Retafe, c'est normal, il est en prêt du club Bruges. En tout cas, c'est un joueur qui me marque depuis qu'il est arrivé à Retafe, c'est un joueur qui est extrêmement intéressant, c'est même un nom que je trouve qu'on pourrait retenir potentiellement, qui pourrait faire les belles heures par exemple la saison prochaine du club Bruges qui est qualifié régulièrement en Ligue des Champions. Le milieu de terrain de Retafe a également été excellent sur cette rencontre. Le duo Arambari-Luis Milla, à eux deux, ils sont capables de ressortir les ballons face à 4 milieux du Real Madrid. C'est exceptionnel ce que ces deux joueurs sont capables de faire du côté de Retafe. Arambari qui a réussi même à créer quelques occasions. Luis Milla, alors on l'a pas vu briller sur les coups de pied arrêtés aujourd'hui, ce qui est rare parce que c'est l'un des meilleurs maîtres artificiers en la matière en Liga. Mais c'est une très belle prestation de sa part. Les deux pistons de Retafe également ont été très bons. Alors Juan Iglesias doit prendre son carton jaune beaucoup plus tôt. Mais de l'autre côté, Diego Rico a réalisé une rencontre exceptionnelle. Et puis même les attaquants, bien sûr, Satriano marque ce but venu de nulle part. Mais lui, comme Luis Vasquez, pardon, petite déformation professionnelle de penser à Lucas Vasquez, lui, comme Luis Vasquez, ont réalisé des performances
exceptionnel. Et puis surtout, il y a cette chose magnifique dans le système de Bordalas, c'est ces dépassements de fonction de certains joueurs où parfois on a vu Bozelli faire un appel d'attaquant de pointe sur la rencontre parce que tout le monde compense, tous les joueurs sont prêts à défendre, à se sacrifier pour les collectifs. Alors oui, c'est de l'anti-football, oui, l'objectif c'est de détruire le jeu plutôt que de construire du jeu, mais c'est tellement bien maîtrisé et c'est poussé dans une extrême telle qu'on ne peut que féliciter Bordalas d'avoir réussi à créer ce système-là et d'avoir réussi à toujours réintégrer des nouveaux joueurs dans ce système-là, qui comprennent comment ça fonctionne et qui arrivent à tout donner pour l'écusson du club et qui arrivent à maintenir le club de Liga qui a le moins de moyens chaque année. Toujours en Liga, Retafe cette année va encore se maintenir puisque le club Azoulonès pointe à la 11e place du classement avec le plus petit budget de Liga. Alors je pense qu'Oviedo est en dessous cette saison, mais avec en tout cas l'un des plus petits budgets de Liga. Pour le cirque Real Madrid et sa bande de clowns, le prochain match, c'est un match extrêmement difficile. C'est un déplacement à Vigo contre le Celta, l'équipe qui était venue battre le Real Madrid au Santiago Bernabéu cette saison, la seule équipe qui était parvenue à le faire en Liga avant la victoire de Retafe ce soir. Le Celta de Vigo, ils sont 6e du classement actuellement en Liga. L'équipe tourne bien, fonctionne bien. Ça gagne en Ligue Europa, ça gagne en Liga. Ils ont battu Gérone à l'extérieur hier soir. C'est excellent ce que propose le Celta de Vigo dernièrement. Et donc, c'est évidemment un match piège à Balaidos pour le Real Madrid. Un match où il va falloir réagir, il va falloir rebondir. Il y aura sans doute le retour de Camavinga qui était absent seulement, entre guillemets, pour des douleurs dentaires ce soir. On espère pour le Real Madrid qui sera de retour parce que ça pourrait faire du bien, un petit peu de créativité au milieu de terrain, même si Camavinga n'apporte pas que de bonnes choses cette saison au Real Madrid lorsqu'il joue. En tout cas, hâte de voir ce que va donner ce match, même si malheureusement, je ne pourrai pas vous le débriefer puisqu'on part quelques jours à la plage avec des amis, notamment ce cher co-youtubeur, ce cher collègue Aléprod. On part à Grande Canarie quelques jours se dorer la pilule à la plage. Mais vous inquiétez pas, je serai vite de retour sur la chaîne YouTube dès le week-end prochain. Mais je ne vous débrieferai pas ce Celta Vigo Real Madrid, même si évidemment je vais regarder ce match. Pensez à venir me suivre sur Twitter. Pensez aussi à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Pour conclure, le prochain match de Retafe, ce sera contre le Betis. Le calendrier est très difficile sur ce mois de mars pour les hommes de Bordalas qui ont réussi déjà à remplir leur contrat en prenant 3 points dans ce stretch de match très difficile contre le Real Madrid. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'ai hâte de vous lire. Dites-moi évidemment qui est, selon vous, le ou qui sont les responsables de ce nouveau fiasco du côté du Real Madrid. Dites-moi aussi qui est votre homme du match. Si c'est David Soria, dites-moi si vous êtes vraiment haineux envers le football proposé par Retafe, par José Bordalas, ou si vous avez quand même une sorte un petit peu d'admiration pour cet anti-football et pour cette exception Retafe dans le championnat espagnol et même dans le football européen. Parce que moi, c'est mon cas. Personnellement, Retafe, je vais pas dire que j'aime ce club, je vais pas dire que j'aime ses méthodes, je vais pas dire que je prends mon pied devant les matchs de Retafe, mais par contre, je trouve qu'il faut respecter le travail qu'il y a derrière de la part de Bordalas. Il faut respecter cette exception finalement. Avoir un Retafe dans un championnat, pour moi, c'est une bonne chose. Pour un championnat, en avoir plusieurs, bah là, pour le coup, oui, évidemment, on a juste envie de plus regarder du football, mais c'est une très bonne chose, je pense, pour un championnat d'avoir une équipe comme Retafe et Bordalas demande à ses joueurs ce qu'il faut et ils le font à merveille. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé ce débrief jusqu'au bout. C'était un peu décousu, mais parce que je suis vraiment sur les émotions à cause de ce Real Madrid absolument ignoble. Et on se retrouve très bientôt sur ma chaîne YouTube. Pensez à liker et à vous abonner si ça vous a plu. Et à bientôt sur les analyses du Guy. Salut à tous.